Hop, voilà. Bonjour. Alors. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On allait justement commencer. Donc, bienvenue. Je vais présenter dans un premier temps, je vais vous partager mon écran qui reprend les questions qui étaient posées et les réponses. Hop, Marcel, vous allez les commenter. Hop, ici. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Hop, je vais passer une carte dans la salle d'attente en même temps. Voilà. Très bien. Hop. Parfait. Alors, Marcel, on avait comme question, la première question, qui était: que suppose la décentralisation du pouvoir de décision dans l'entreprise? On avait 3 possibilités de réponse: la risque de perte de contrôle par la direction et l'encadrement sur l'exécution de la tâche, la coordination serrée des interventions pour assurer un flux régulier de travail, ou l'empowerment des acteurs chargés de l'accomplissement de la tâche qui concerne l'activité de l'entreprise. Alors, la bonne réponse était en C, c'est-à-dire c'est l'empowerment, c'est-à-dire la possibilité de responsabiliser les personnes, les acteurs décideurs de l'accomplissement de la tâche qui concerne l'activité et les affaires de l'entreprise. La majorité ont répondu la bonne réponse, c'est-à dire 60%. Question numéro 2. Hop. Alors, que renforce la décentralisation du pouvoir de décision dans l'ensemble de l'entreprise? Alors, donc, la bonne réponse à cette question était la C, c'est-à-dire elle renforce le sens de l'appropriation du mandat d'emploi entre les mains du personnel. Et là également, la majorité, 60%, ont répondu, ont donné la bonne réponse. Question numéro 3. Alors, sur la 3, on avait: quelle est la principale retombée de la décentralisation du pouvoir de décision dans l'entreprise? Alors, la bonne réponse était le rehaussement de l'engagement à la tâche. Et là, on a un taux encore plus fort de bonnes réponses, c'est-à-dire 80% de bonnes réponses. Alors, voilà pour les réponses au questionnaire. Le questionnaire est évidemment une façon de préparer les esprits à la présentation. Alors, donc, on va passer à la présentation immédiatement. Alors, j'arrête de partager mon écran et je vous laisse la main, Marcel. Voilà. Alors, donc, je fais le partage. Voilà. Est-ce que vous voyez le... Non, on ne voit pas votre écran encore, Marcel. Alors. Et là, non? Voilà. Là, si on voit votre écran, c'est bon. Vous voyez l'écran, là? Oui. Ça va? Alors, donc, je vais le mettre plein écran. Alors, donc, la logique de l'exposé: dissensus, consensus, de la décision, de la stagnation et de la confusion des termes, les éléments de la décision, l'arbre de décision, le continuum des actes, le constat de Wald, la dyslexie du décideur, coût et avantage de la décision, le groupthink ou la pensée unique, distribution de la performance, décentralisation, autonomie, initiative, engagement, des habilités et du résultat. Bougez pas une seconde. La justice sociale dans l'entreprise, décider, le fudge factor, le modèle décide et la méthode directe. Allons-y. Alors, du dissensus au consensus, remarquez, le terme dissensus va en étonner sûrement plusieurs. C'est la première fois que moi également je le voyais, mais c'est pas normal qu'il y ait un antonyme de consensus, c'est le dissensus. La première chose, c'est la vision enlevante, la mission stimulante et des valeurs signifiantes. Le deuxième élément, c'est l'entrepreneurship distribué dans l'ensemble de la structure d'exécution de l'activité. Alors, on doit avoir un leadership davantage axé sur les valeurs, c'est-à-dire les comportements des personnes, et un management dynamique. Une structure aplatie, des équipes de travail
et des communautés de savoir qui se constituent de façon volontaire dans l'ensemble de l'organisation. Et finalement, la transparence dans la gouvernance, la décentralisation du pouvoir de décision et la reconnaissance des apports aux résultats. Somme toute, la direction est responsable du contexte du travail qui va s'exprimer en transparence de la gouvernance, en l'éthique des affaires, en imputabilité complète, permanente et inconditionnelle de la totalité des acteurs, ce qui comprend les administrateurs, les dirigeants, les professionnels, les cadres, les superviseurs et le personnel, et non pas que le personnel, de même que des conditions d'exécution de la tâche, c'est-à-dire la décentralisation du pouvoir de décision, la reconnaissance des apports aux résultats et l'équité de traitement des personnes. Donc, le personnel, lui, de son côté, il est satisfait, c'est-à-dire c'est un état général d'être qui mène à une motivation, c'est-à-dire à une disposition à s'engager. Et l'engagement, c'est l'action elle-même. Et il ne faut pas confondre les trois états. Alors, donc, ici, on a le partage du risque, de l'effort et des retombées. Il y a un micro d'ouvert, là, je viens d'entendre quelqu'un tout sauter, là, juste pour signaler. Alors, donc, de la décision, on a différentes formes d'appréciation du déroulement du processus de décision. Un, c'est une personne, évidemment. La majorité des personnes, le consensus, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent comme définition du terme consensus, le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est une plus forte majorité. On n'a qu'à regarder dans le dictionnaire pour s'en rendre compte. L'innovation va dans le sens du moindre et non pas du plus, alors que la stagnation va généralement du côté du plus. C'est-à-dire que s'il faut attendre d'avoir l'unanimité avant d'agir, mieux vaut attendre Godot, et en passant, Godot n'arrive jamais. En ce qui concerne le consensus, il ne faudrait pas en exagérer l'importance. L'évolution n'est pas dans la réédition des choses, mais dans son contraire. En somme, il y a une ligne à tirer entre les deux extrêmes, c'est-à-dire in medio stat virtus, c'est-à-dire que l'entreprise doit être une conjonction en quelque sorte de stabilité et d'instabilité à la fois. De stabilité à l'interne, c'est-à-dire on doit tendre le plus possible au consensus et à l'unanimité sur le partage des valeurs, alors que sur le plan de l'innovation, c'est-à-dire de l'exécution de la tâche, on devrait tendre au contraire vers l'innovation, c'est-à-dire vers une moindre participation des personnes, puisque, encore une fois, l'unanimité suppose évidemment que tout le monde va souscrire à un même mode d'exécution des choses, ce qui n'entraîne pas une innovation à la tâche. Alors, la majorité, quasi-totalité des entreprises préfèrent le consensus et l'harmonie au dissensus et au conflit, ce qu'on appelle en anglais un conflict avoidance. Et c'est Kahneman qui nous le rappelle dans son ouvrage de 2021. Les éléments de la décision conséquente, donc un processus à gérer, premièrement, l'environnement, deuxièmement, l'expérience, troisièmement, l'expertise, quatrièmement, la formation, cinquièmement, l'action, sixièmement, l'évaluation et septièmement, la relance. Alors, si on regarde maintenant les termes, les données sont ce qu'on appelle les considérants, les jugements, les habiletés et les savoirs sont les accélérants, alors que la décision, c'est les actants et l'impact des décisions, ce sont les valorisants. Enfin, on a l'amélioration qui découle de l'ensemble du processus de prise de décision. Il y a un lien à faire entre les considérants et les valorisants en termes d'appréciation, c'est-à-dire d'évaluation de la qualité du processus de prise de décision. Et il y a un lien à faire entre les accélérants et les actants pour l'intervention en termes, effectivement, de prise de décision. Alors, l'arbre de décision comme tel, dans le cas, évidemment, de décisions d'une certaine importance, puisque dans le cas de décisions quotidiennes constantes, on n'a pas le temps de procéder à une analyse de ce type-ci. Alors, les prévisions sont à l'effet que 25% de chances d'averse. Quant à vous, vous posez sur une échelle de 0 à 10 qu'être au sec sans parapluie vaut 10. Au sec avec parapluie vaut 8 et mouillé vaut 0. Alors donc, on a les données du problème.
soit que vous laissiez le parapluie ou soit que vous preniez le parapluie. Alors, il y a un quart de chance on l'a dit, 25% de chance d'averse, ce qui veut donc dire qu'il y a 3/4 de chance qu'il n'y ait pas d'averse. Sec, sans parapluie, ça vaut 10. Sec, avec parapluie, ça vaut 8. Et mouillé, ça vaut 0. Ce qui veut donc dire, bien sûr, que sec avec parapluie, ça vaut toujours 8. Alors, fondé sur des données, vous estimez être mieux en prenant un parapluie, moyenne de 8, qu'en laissant le parapluie, moyenne de 7,5. Et voyons comment on y arrive. Alors, si on fait le calcul, c'est pas très compliqué. La moyenne, c'est prendre le parapluie, 3/4 sec avec parapluie plus 1/4 sec avec parapluie. L'un multiplié par l'autre font 8. Alors que moyenne, laisser le parapluie, 3/4 sec sans parapluie plus 1/4 mouillé, l'un multiplié par l'autre, va donner 7,5. Ce que l'on constate, c'est que le risque étant plus grand, le prix à payer, si on se trompe, est plus élevé. Mais le contraire est tout aussi vrai. Si ça réussit, l'avantage est supérieur. Alors, il faut savoir sur quel pied danser. C'est-à-dire, on veut prendre un peu plus de risques et en multipliant les risques à prendre plus et par la suite mieux réussir, ou on veut éviter absolument le risque et ne rien apprendre et finalement s'imaginer être dans une zone de confort où rien ne se passe alors qu'en fait, le pire des risques, c'est celui de ne pas prendre de risque. Le continuum des actes. Alors, on a le contexte du sujet. À gauche et à droite, on a les réalisations du sujet. Alors, le contexte du sujet, c'est l'économie en général, le marché en particulier du secteur d'activité de l'entreprise elle-même, son style ou son management comme tel, les voies et moyens de l'exécution de la tâche. Alors donc, on a au départ les croyances, c'est-à-dire les inscriptions dans la mémoire. La mémoire des faits, ce sont ceux liés à ce à quoi je viens de faire allusion, c'est-à-dire l'économie, le marché, l'entreprise, le management, les voies et moyens, ce qui a permis d'exécuter la tâche jusqu'à présent. Et on a ensuite le but des inscriptions, la computation des inscriptions, on a l'actionnement des inscriptions par les censeurs, c'est-à-dire ce qui nous permet de percevoir différentes choses, et l'exécution fondée sur les buts de l'inscription. Alors donc, on n'avait pas dans la mémoire des choses qui ont été inscrites sans qu'il y ait une raison qui doit mener à un but. Donc, le contexte du sujet doit mener à la réalisation du sujet. Et les comportements du sujet, ce sont les savoirs comme tels, c'est-à-dire qui viennent de la formation, de l'information et des participations antérieures. Le savoir-faire, c'est l'autonomie à la tâche qui permet l'initiative et la collaboration entre les membres des équipes. Et le savoir-être, c'est la satisfaction, la motivation et l'engagement auquel j'ai fait allusion rapidement il y a quelques minutes. Le constat de Wald, extrêmement intéressant comme analyse, c'est le jugement conséquent, c'est-à-dire le jugement en somme responsable et utile. Alors, l'apparent, normalement, les gens vont identifier comme problème ce qu'on appelle plus généralement le symptôme. Régler le symptôme, ça correspond à régresser, alors que ce qui est absent, c'est en général la cause véritable, la source du problème. Régler la source du problème nous permettra d'avancer. Alors, la myopie l'emporte sur l'analyse des faits, malheureusement, c'est-à-dire qu'on définit le problème le plus souvent par ce qui est observable immédiatement et la plupart du temps, ce n'est que le symptôme alors que la cause, elle, est absente de la vue immédiate et c'est celle-là qu'il aurait fallu régler. Alors, le constat de Wald était un ingénieur qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, a été amené à porter un jugement sur le renforcement des parties d'avions qui revenaient au bercail après une chasse, c'est-à-dire après avoir fait une sortie et qui revenaient troués de balles. Alors donc, il y avait des balles un peu partout. Et l'amirauté, puisque on est en Angleterre, l'amirauté avait demandé à Wald de lui suggérer quelle partie d'avion on devait renforcer pour faire en sorte que les avions puissent mieux résister aux attaques de l'ennemi. Alors Wald, après analyse,
a rendu son rapport. Et dans son rapport, il a dit, vous allez renforcer les parties d'avions à compter des avions qui sont revenus, qui n'ont pas été touchés par des balles, c'est-à-dire les parties non trouées. L'Amirauté a trouvé un peu spécieux sa recommandation et a imaginé qu'il y avait eu une erreur quelque part. Alors, ils sont revenus vers Wald en lui disant, mais il n'y a pas eu une erreur dans votre recommandation, et Wald leur a répondu, malheureusement, il n'y a pas eu d'erreur. La raison est la suivante. Les avions qui sont revenus avec des trous de balles sont tout de même revenus, alors que les avions qui ne sont pas revenus ont fort probablement été percés là où des avions qui sont revenus n'ont pas été percés. Conséquemment, c'est la partie qui n'était pas apparente qui était la plus vulnérable. Ce qui n'est pas apparent peut être signifiant et enfoui dans un passé qui mérite d'être révisé, revisité. Alors, le jugement consiste à voir au-delà des apparences et à déceler les causes réelles de dysfonctionnement par des solutions appropriées. Éviter l'erreur, la suffisance du maréchal Joffre à Verdun en février 1916, qui niait le risque, c'est-à-dire que Verdun, pour lui, était inattaquable. Ben, Joffre et Foch, très occupés à la préparation de l'offensive sur la Somme, sont totalement pris au dépourvu. Les Allemands bombardent Verdun sans arrêt pendant 3 semaines. En 2 mois, sa doctrine d'infaillibilité s'était complètement effondrée. La prétention à l'infaillibilité est instinctive dans la portion supérieure de la hiérarchie. Plus le rang est élevé, plus la suffisance est élevée, c'est ce que la recherche permet de constater, moins on se remet en cause. La dyslexie du décideur, ça revient un peu à ça à quoi j'ai fait allusion, c'est-à-dire que vous avez la cause qui est encore existante normalement dans un système physique, alors que dans un système politique ou social, la plupart du temps, la cause est disparue depuis longtemps. Alors, vous avez le passé, la cause, l'historique, le présent et le futur. Il faut se rappeler encore une fois que ce que les gens retiennent, c'est le symptôme leur apparaît être la cause réelle, alors que je viens de faire la distinction entre un système physique et un système politique ou social. Vous avez dans le système politique et social la cause qui est elle-même le symptôme, puisque la cause véritable initiale n'est plus là, elle est disparue. Mais le correctif doit être conséquent par rapport à la cause qui, dans ce cas-ci, encore une fois, est associée au symptôme. Mais dans un cas plus physique, donc dans une tâche à accomplir, dans une chaîne de montage, par exemple, la cause, la plupart du temps, est toujours là, toujours présente quelque part, elle est dissimulée. Le symptôme, c'est ce que l'on voit en premier, mais il faut remonter à la cause réelle pour apporter le correctif approprié. Et la plupart du temps, la meilleure des démarches, c'est celle des 5 questions de Taishi Ono. Poser une première question. Pourquoi est-ce qu'il se passe telle chose, pourquoi est-ce que telle chose se passe, etc., et remonter 5 fois en arrière comme ça, on a des chances d'arriver à la cause réelle. Coûts-avantages globaux pour l'entreprise, on ne décide pas in abstracto, ce n'est pas une intention, mais in concreto, c'est-à-dire c'est une décision. Alors, on a l'axe des coûts et l'axe des avantages. Sur l'axe des coûts, on voit satisfaction 90%. Alors, c'est 90% d'efforts pour faire en sorte que donc le contexte du travail et les conditions générales de la tâche amènent la satisfaction du personnel, ce qui va entraîner la motivation du personnel, c'est-à-dire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une meilleure disposition à s'engager éventuellement, d'où le 5% qu'on peut voir à l'écran pour la motivation et l'engagement, c'est-à-dire que l'entreprise aura beaucoup moins d'efforts à mettre sur la motivation et l'engagement éventuel du personnel, si elle a justement fait en sorte que la satisfaction au départ qui va entraîner la motivation, laquelle va générer l'engagement, si la satisfaction, elle, était bel et bien là, bel et bien présente. Et ça dépend pas uniquement, mais essentiellement du contexte général du travail et des conditions d'exécution de la tâche. Sur le plan des avantages maintenant, vous avez l'action et vous avez les réactions. Alors donc, on a ici un élément de culture,
d'ouverture d'esprit et de partage du risque, de l'effort et des retombées. C'est là où on doit mettre du côté de la direction le plus grand effort, de sorte que découle de cette culture qui soit plus engageante et plus satisfaisante, un climat de travail qui entraîne la participation et la coopération. Donc, au niveau des actions, il y aura moins d'efforts de la part du personnel et il va y avoir un résultat supérieur de la part du personnel qui, lui, se sera engagé. Donc, il y aura un résultat par des innovations et une rentabilité supérieure de la part de l'entreprise. En somme, ce à quoi je viens de faire allusion, c'est si l'entreprise, donc la direction essentiellement, crée un contexte du travail et des conditions générales d'exécution de la tâche qui vont couvrir la quasi-totalité des politiques de gestion de l'entreprise, fait en sorte que le niveau de satisfaction est élevé chez le personnel. La motivation devrait en découler, qui devrait entraîner l'engagement. Est-ce que vous me suivez toujours? Superbe. Merci, Marcel. Ça va? Parfait. Oui, oui. Merci. Alors, les coûts étant supérieurs aux avantages, cela explique que la majorité des entreprises ne portent attention qu'aux résultats. Il y a une erreur de frappe, désolé. Alors, les indicateurs de mesure retenus sont donc de sortie de système au lieu d'être d'entrée de système. Or, ce qui sort du système dépend de ce qui y entre. Autrement dit, je répète, si les éléments de culture qui sont essentiellement fondés sur les politiques qui ont trait au contexte du travail et aux conditions générales d'exécution de la tâche sont suffisamment engageantes ou stimulantes, je devrais dire, pour amener le personnel à être satisfait, on va avoir moins à mettre l'accent sur le calcul des indicateurs de sortie de système, c'est-à-dire les unités de production par le personnel pour savoir si le personnel était engagé. Ce n'est pas ce qu'il faudrait calculer, il faudrait calculer plutôt les instruments qui vont générer de la satisfaction du personnel à travers l'exécution de sa tâche. C'est en calculant au départ du processus de prise de décision et non pas à la fin qu'on devrait avoir une meilleure prise sur les correctifs à apporter pour relever le résultat de l'activité de l'entreprise. Le groupe Think et la courbe de la stupidité collective, le taux des échecs de projet dépend du taux de conformité de la pensée. Vous avez la courbe de la stupidité collective, hein? Le Trumpisme est un bon exemple à cet égard-là. Le changement n'est pas la revendication, la contestation et l'exhortation. Le changement, c'est la contribution, l'amélioration et l'engagement. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, on a des situations où se sont développées de mauvaises relations entre la direction et le personnel, et le changement au niveau du personnel finit par être interprété comme étant une revendication, une contestation, une exhortation. Non, le changement, si on veut qu'il advienne, qu'il aboutisse, qu'il donne des résultats positifs, ça doit être une contribution volontaire, une amélioration de la condition général d'accomplissement de la tâche par un engagement de la part du personnel. Mais tout ça, comme j'ai mentionné, va dépendre du contexte du travail et des conditions générales d'exécution de la tâche qui sont au départ une responsabilité première de la direction de l'entreprise. Distribution de la performance selon Deming. Il y a les performants et les non performants. On a là la courbe habituelle, la fameuse cloche de distribution, la courbe de distribution de la performance. Le résultat global dépend des non performants. On peut voir qu'au total du marché, le résultat global va dépendre des non performants. Ils sont beaucoup plus nombreux que les performants. Deming nous dit 5% de traîneurs, 90% de routiniers et 5% de performants. Personnellement, j'estime qu'on est actuellement quelque part entre 5 et 2 et peut-être 1% de véritablement performants dans le marché. En passant, planifier, ce n'est pas gérer. Gérer, ce n'est pas produire. Produire, ce n'est pas évaluer. Évaluer, ce n'est pas faire du feedback. Cibler, ce n'est pas atteindre. Atteindre, ce n'est pas performer. Performer, ce n'est pas rééditer. Rééditer, ce n'est pas concurrencer. Comme décider, ce n'est pas exécuter. Mesurer, ce n'est pas
corriger. Contrôler, ce n'est pas coordonner. Informer, ce n'est pas communiquer. Consulter, ce n'est pas participer. Embaucher, ce n'est pas combler. Promouvoir, ce n'est pas privilégier. Rémunérer, ce n'est pas partager. Et remercier, ce n'est pas reconnaître des apports aux résultats. Ces termes-là doivent être mieux compris, mieux définis, sinon on se confond les uns les autres en utilisant des termes qui n'ont pas la portée qu'ils devraient avoir puisqu'on n'arrive pas à les comprendre soi-même et à les définir correctement. L'engagement, est-ce que le personnel en décide? C'est le personnel qui décide de son engagement. Le rendement est ce que les chiffres accusent et non pas les prétentions de l'entreprise. L'entreprise obtient ce qu'elle y met d'abord. J'ai mentionné tout à l'heure que le contexte du travail et les conditions générales d'exécution de la tâche vont dépendre essentiellement des politiques adoptées par la direction de l'entreprise. Donc, si la direction de l'entreprise ne met pas ce qu'il faut d'abord dans l'entreprise, il n'y aura pas de la part du personnel la satisfaction nécessaire pour entraîner la motivation qui va résulter éventuellement en un engagement supérieur à la tâche. Donc, le résultat va être moindre. Si on regarde par étapes, donc différentes périodes, on voit que les performantes et les non performantes, on voit qu'il y a une tendance à la diminution des performantes. Pourquoi? Parce que les médias et le système d'information en général et la formation universitaire qui devient de plus en plus accessible à tout le monde fait en sorte que l'information est accessible à peu près à tout le monde, à peu près en même temps, ce qui rend la différenciation beaucoup plus difficile et la performance, c'est la différenciation dans le marché entre les entreprises. Donc, il devient de plus en plus difficile au fur et à mesure des années de se différencier, de se distinguer, d'où le passage de 10 à 5 à 2 et éventuellement à 1 et un peu moins. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile. Par exemple, avec le deep learning, qui va faire en sorte que les méthodes de gestion vont être en quelque sorte standardisées par le biais de l'accessibilité à cette information-là à travers la planète. Donc, à peu près à tout le monde en même temps, ça va faire en sorte que ça va devenir extrêmement plus difficile de se distinguer dans le marché. Prenez un exemple, allez sur LinkedIn aujourd'hui où il y a des dizaines de millions de personnes qui naviguent tous les jours, publiez quelque chose et attendez un résultat supérieur en termes de clics ou de like ou de commentaires ou de partage et vous vous rendez compte que ça devient extrêmement difficile. Et on se rend compte également, pour reprendre l'exemple de LinkedIn, que les choses les plus banales finissent par avoir le taux de rétention le plus élevé. Ça veut dire qu'il y a là un manque d'attention, un manque d'effort de la part des personnes à aller chercher de l'information. Ils vont faire du surfing d'images, en quelque sorte. Alors, les faits ne mentent pas. Et il n'existe pas d'alternative facts, n'en déplaise à Kellyanne Conway, qui était conseillère de Trump en 2017. Les faits sont les faits et il n'y a pas d'alternative facts. Plus la complexité s'installe, et j'y ai fait allusion, plus les habiletés sont développées. Et le savoir est plus uniformisé. Il devient plus difficile de devancer les autres. Donc, la majorité vont régresser vers la moyenne. Vous savez, la décentralisation du pouvoir de décision qui va instituer l'autonomie à la tâche, qui, elle, permet des initiatives et augmente le niveau de rendement. Alors donc, la décentralisation qui permet l'autonomie, ça crée davantage de satisfaction. C'est un état général d'être chez le personnel. La motivation, c'est une meilleure disposition, c'est-à-dire que l'autonomie va m'amener à prendre des initiatives et éventuellement à m'engager. Et l'engagement des initiatives va entraîner des innovations qui vont relever le rendement de l'activité. Donc, c'est au niveau des actions comme telles. Alors ici, on a un axe du management. Soit le management est centralisé, coordonné ou décentralisé, et on a les domaines, c'est-à-dire institutionnel, organisationnel, fonctionnel ou opérationnel. Et en bas, on a le pouvoir comme tel. Le pouvoir, il est à droite actionnel en se déplaçant vers la gauche ponctuel ou structurel. Donc, ce que vous avez dans la grille, c'est en dessous des dirigeants, vous avez les dirigeants au niveau institutionnel sont responsables du domaine d'activité.
des fusions-acquisitions, des investissements, de la direction générale sur le plan organisationnel, des politiques et du budget. Alors que les cadres, sur le plan fonctionnel, sont plus responsables de l'évaluation et du support au personnel, et le personnel lui-même, sur le plan fonctionnel, de la production et donc du service au marché, c'est-à-dire de la réponse à la demande, du traitement de la demande du client. Et sur le plan opérationnel comme tel, ce sont les membres du personnel qui sont responsables de l'exécution de la tâche et des interactions, interfaces et interrelations les uns entre les autres pour amener du rendement dans l'entreprise. Conséquemment, le rendement, il est beaucoup plus dépendant en termes de dépassement du résultat d'activité des membres du personnel. Donc, l'exécution de la tâche, les interactions qui vont relever le rendement vont dépendre, encore une fois, de l'état de satisfaction initial du personnel qui va entraîner la motivation et qui va résulter en un engagement. Je répète encore une fois que la direction a une immense responsabilité sur le plan des politiques qui permettent une meilleure culture générale dans l'entreprise, donc un contexte du travail plus stimulant et des conditions générales d'exécution de la tâche beaucoup plus engageantes, plus intéressantes pour le personnel. Ça relève le niveau de satisfaction. Je répète que le niveau de satisfaction entraîne une motivation qui, elle, mène à l'engagement, c'est-à-dire passer à l'action comme telle. On voit donc que le pouvoir est, en termes de rendement sur l'activité, dépendant au premier chef de ce que le personnel y met et non pas de ce que la direction y met. Alors que la plupart du temps, le pouvoir est interprété dans l'ensemble de l'entreprise type comme découlant d'en haut. Oui, il découle d'en haut quand il s'agit du domaine d'activité, des fusions-acquisitions et des investissements ou des politiques ou du budget, mais quand il s'agit du rendement, c'est-à-dire de la performance de l'entreprise au niveau de l'exécution de la tâche, donc du rendement de son activité et de ses affaires, c'est le personnel qui a entre les mains le pouvoir principal. Si on n'arrive pas à satisfaire le personnel de sorte qu'il se motive et s'engage, ça ne donne rien de faire des mesures à n'en plus finir à travers des indicateurs de mesure de la soi-disant performance. Alors, soit on est centralisé, soit on est décentralisé en mode de gestion de son processus de prise de décision de l'activité. Le personnel regarde la tâche, ce qui concerne le rendement à la tâche, et il veut se dépasser à la tâche. C'est une erreur de penser que le personnel veut se répéter constamment, veut en quelque sorte s'abrutir et ne rien apprendre. Non, il veut s'actualiser, se réaliser, il veut se dépasser, mais encore faut-il que le contexte du travail et les conditions générales d'exécution de la tâche lui permettent de se dépasser. Des habiletés et du résultat du travail. Vous avez les connaissances, les habiletés et les comportements. On a deux entreprises qui vont gérer les savoirs, le savoir-être et le savoir-faire de manière différente. Alors, vous avez celles qui vont mettre plus d'accent et il y a une raison pour laquelle les cercles ont une taille différente. Dans le cas de l'entreprise A, elle met davantage l'accent sur les savoirs que le savoir-faire et le savoir-être, alors que dans l'entreprise B, un peu moins sur les savoirs qui peuvent être accumulés au fur et à mesure du temps, un peu moins sur les savoir-faire qui peuvent être transférés au fur et à mesure de l'exécution de la tâche, et beaucoup plus sur le savoir-être qui est très difficilement transférable, en fait, qui n'est pas transférable et qui est très difficile à modifier au niveau des personnes. Donc, au niveau des savoirs, c'est la compréhension, l'économie générale, le marché, les conditions du marché, les enjeux, les concurrents, bien sûr, les clients, les besoins et les innovations, c'est-à-dire les tendances dans le marché, puisque le rendement sur l'activité et les affaires de l'entreprise vont dépendre de ces notions initiales. Donc, ce sont là des éléments d'information. Et vous avez au niveau du savoir-faire, l'expérience comme telle, des stratégies donc de positionnement en marché antérieur de l'entreprise, des structures, ce
sont les capacités d'exécution de l'activité. Les enjeux, ce sont les potentialités d'aller plus loin. Les clients, ce sont les opportunités de marché. Les innovations, c'est les instruments d'évaluation de son avancement comme entreprise dans son classement marché. Vous avez donc les éléments de formation. Donc, on forme. Alors qu'au niveau du savoir-être, c'est la socialisation. C'est le flux de travail comme tel, les objectifs, les cibles à atteindre, la coordination, donc les interactions, interfaces et interrelations entre les personnes. Le budget, c'est les voies et moyens de l'exécution de la tâche, et les retombées, c'est le partage des avantages qui viennent de l'effort mis à l'exécution de la tâche par le personnel. Donc, vous avez là les conditions et le contexte du travail auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Dans le cas de l'entreprise A, on voit qu'elle embauche des CV. La quasi-totalité des entreprises, encore aujourd'hui, embauchent des CV. Vous avez, dans le cas de l'entreprise A, elle embauche aussi un peu moins l'accent sur des réalisations. L'entreprise B, elle va mettre davantage l'accent sur les valeurs, le comportement, à quoi les personnes souscrivent, autant à l'embauche qu'à la promotion des personnes, et un peu moins à l'embauche engagement. C'est-à-dire que si j'ai les personnes qui ont les bonnes valeurs, elles devraient avoir le niveau d'engagement qui va en découler. C'est une erreur d'imaginer qu'on va obtenir l'engagement sans que l'entreprise n'y ait, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, injecté dans le contexte du travail, les conditions générales d'exécution de la tâche, les politiques qu'il fallait pour justement relever le niveau de satisfaction du personnel. Ces deux éléments de savoir et savoir-faire se transfèrent, alors que le savoir-être ne se transfère pas. Alors, vous avez l'entreprise perdante versus l'entreprise gagnante. La perdante, c'est la A, et la gagnante, ici, c'est la B. Dans quelle entreprise travaillez-vous? Ce n'est pas une mauvaise idée de se poser la question à l'occasion de quelle manière est-ce que mon entreprise conçoit la gestion des savoirs, du savoir-faire et des savoir-être, de sorte qu'on soit une entreprise qui soit gagnante plutôt qu'une entreprise perdante. La justice sociale en entreprise. On a d'un côté les dirigeants qui ont généralement tous les avantages, et on a par ailleurs le personnel qui, la plupart du temps, a tous les désavantages. C'est un régime de privilèges pour les dirigeants et un régime d'obligation pour le personnel. La zone problème est entre les deux. Tant qu'il n'y aura pas d'équité de traitement, le résultat va en souffrir. Donc, il doit y avoir un rétablissement, tant au niveau des dirigeants que du personnel, entre les avantages et les désavantages à assumer par les uns comme par les autres. Sans justice sociale, le personnel n'a pas de motif valable pour risquer davantage en prenant des initiatives par ses décisions. Donc, il doit y avoir un rééquilibre entre les dirigeants et le personnel, encore une fois, en termes d'avantages et de désavantages distribués entre les uns et les autres, et non pas, encore une fois, tous les avantages aux dirigeants et tous les désavantages au personnel. Alors, je vous donne un exemple. Une rémunération vous est proposée. Alors, si vous regardez à gauche, vous avez rémunération, vous. Alors, vous avez le choix d'accepter un emploi payé A à 50 000 $, B à 100 000 $. Lequel préférez-vous? J'imagine qu'il n'y a pas grand monde parmi les participants qui vont me dire « je préférerais A ». La plupart vont me dire, bien sûr, je préférerais B. Maintenant, regardons les choses différemment. La rémunération des autres dans le même cas, c'est-à-dire que lorsque en A, on vous proposait 50 000, les autres recevaient 25 000. Alors que dans le cas de B, lorsqu'on vous proposait 100 000, les autres, eux, recevaient 200 000. La vaste majorité vont prendre l'option A. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le niveau de rémunération, c'est le niveau relatif de rémunération qui entre en ligne de compte. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une recherche extensive, notamment de Kahneman et d'autres. Alors, dans l'exemple qui vous est donné, là, si vous savez au départ qu'on vous offre 50 000 quand les autres ont 25 000, vous allez probablement prendre le 50 000. Si vous savez en même temps que d'un côté, on vous offre 100 000, mais que les autres ont 200 000.
vous n'accepterez pas une situation où vous êtes infériorisé en quelque sorte pour exécuter une même tâche. Alors, imaginez maintenant un écart de 300, de 600 ou de 9000 fois entre vous et le CEO de votre entreprise qui actuellement est payé en moyenne, je dis bien en moyenne, 280 millions. Et en passant, les CEO dans les entreprises sont rémunérés de deux façons passablement différentes. C'est-à-dire que d'une part, ils reçoivent un salaire, et le salaire habituellement qui est hautement taxé est très peu élevé. Et par exemple, vous avez des gens, des CEO qui ne reçoivent que 1 $ de salaire par année. Mais vous en avez d'autres qui vont recevoir 80 000 $ de salaire par année. Cependant, ils vont être rémunérés sur le plan des options, des stock options ou des actions comme telles. Et là, on va les rémunérer à coût de dizaines, pour ne pas dire de centaines de millions. Et ça, ben, c'est à peu près pas taxé. Et si vous voulez en avoir le cœur net, regardez Internet depuis 2 jours où aux États-Unis, on a un journaliste a mis la main, a publié un article en fait qui montre que les 25 plus riches personnes aux États-Unis paient à peu près aucun impôt sur leur richesse, non pas sur leur revenu, c'est-à-dire leur salaire. Et comme je viens de vous dire, les CEO sont davantage payés en termes de richesse, d'équivalent de richesse, et non pas en termes d'équivalent de revenus, c'est-à-dire de salaire. C'est ahurissant, ça à quoi je viens de faire allusion là. Par exemple, Buffett, sauf erreur, paye 0,1% sur sa richesse, alors que le reste de la population, qui, elle, est payée sur le salaire parce qu'elle ne reçoit pas davantage sous forme d'équité, va avoir un taux, un taux fiscal qui va varier entre 30, 40 et 50% dans certains cas. L'urgence de décider l'attention aux besoins. Le test du bon samaritain. Alors, c'est une expérience qui a été menée par Darley et Bateson en 1977. Forcés de se déplacer d'un immeuble à un autre, 3 cohortes distinctes et successives de séminaristes ont dû passer à côté d'un homme affalé dans un passage en état de grande souffrance. Plus la cohorte était pressée de se rendre plus rapidement à sa destination, moins ses membres ont secouru l'homme en détresse gisant au sol. Je vous rappelle, il s'agissait de séminaristes. Le degré d'attention aux besoins d'aide accordée dépend du niveau de pression sur la personne de se conformer aux directives. Ici, vous avez 3 chiffres différents qui ne sont pas cumulatifs. Donc, c'est 3 cohortes distinctes qui ont répondu de façon différente. C'est-à-dire, lorsque la pression était moindre, le niveau d'attention, 63%, était plus élevé. Lorsque la pression était moindre, le niveau d'attention chutait à 45%. Et lorsque la pression était très élevée, c'est-à-dire vous devez vous rendre rapidement et on les pressait à chaque pas de se rendre plus rapidement vers l'autre immeuble, les gens se sont attardés à la personne à raison de 10% seulement. Ça veut donc dire que lorsque vous exercez des pressions constantes sur l'exécution de la tâche, vous risquez d'avoir de moins en moins d'attention à l'exécution de la tâche de la part du personnel. Donc, le résultat ne sera pas supérieur, le résultat va être moindre. Le comportement des personnes est fortement influencé par leur environnement, c'est-à-dire ce à quoi j'ai fait allusion à maintes fois à répétition, le contexte du travail, les conditions générales d'exécution de la tâche. Pousser sur le monde au travail, ce que beaucoup d'entreprises font, n'ajoute pas à l'engagement à mieux faire. Et il y a bien des façons de pousser le monde au travail, soit par des exhortations, des directives ou encore par des suppléments de salaire. Ce n'est pas l'augmentation du salaire qui va changer les valeurs dans l'entreprise. Le fudge factor, degré de déception de la personne, ça dépend de l'élasticité de l'éthique de l'entreprise. Si l'éthique est élevée, vous avez une forte dérogation de la part de la personne. Si le niveau d'éthique est faible, vous avez, c'est-à-dire l'élasticité
de l'éthique est faible, vous avez une faible dérogation de la personne en termes d'éthique, de comportement éthique. Plus l'élasticité de l'éthique de l'entreprise sera grande, moins le degré de réception de la personne n'aura à être élevé pour entraîner une forte dérogation des personnes déçues par les situations. C'est donc avant tout le degré de respect de l'éthique d'affaires de l'entreprise comme environnement influent sur le comportement des personnes qui déterminera la réaction des acteurs face aux situations décevantes. Alors donc, blâmer le personnel pour des dérogations de toutes sortes quand on ne tient pas compte du fait que l'élasticité de l'éthique dans l'entreprise laisse hautement à désirer, c'est-à-dire qu'il y a un haut niveau d'élasticité parce que la direction ne se rend responsable de quasi rien, alors qu'elle veut tenir le personnel complètement responsable de ses propres actes, ben, ça amène le personnel justement à avoir lui-même une forte dérogation comme la direction lui donne à titre d'exemple. Le modèle décide. Alors, décider du problème, c'est disposer d'un abrégé du projet de changement, établir une hypothèse de changement de comportement. Ensuite, vous avez exploré le contexte, c'est-à-dire disposer d'une carte des comportements, diagnostiquer les problèmes inhérents aux dits comportements. Ensuite, vous avez concevoir l'intervention, c'est-à-dire définir l'intervention comme telle, implanter la solution, fixer le niveau d'acceptation des dérogations éthiques auxquelles j'ai fait allusion, avoir un système de notation à ce sujet et non pas de décider sans savoir différencier, déterminer l'impact, c'est-à-dire situer l'impact, mesurer l'impact, compenser les effets négatifs et finalement envisager la suite, c'est-à-dire voir au-delà du présent, agréer sur les priorités d'action suivantes. Autrement dit, on ne décide pas de façon définitive, on décide dans une suite continue de décisions puisque le processus de prise de décision est conséquent à l'activité qui elle-même est continue dans l'entreprise. Le design des politiques et des produits, comme le contexte du travail et les conditions d'exécution de la tâche, peut et devrait être pensé en fonction du comportement qu'il va engendrer. Le codex des biais cognitifs. Alors, vous avez trop d'informations. Vous avez se souvenir de quoi? Ensuite, la nécessité d'agir et l'insuffisance de sens. Il y a, enfin, quelqu'un a déjà recensé 175 biais cognitifs. J'imagine pas que 175 biais cognitifs existent chez une seule et même personne comme au sein d'une seule et même entreprise, sauf que la variété est très grande. Et il faut en tenir compte. Alors, il faut savoir où sont les biais cognitifs. Sans ça, on va avoir un processus de prise de décision qui ne va pas permettre de relever le résultat ou le rendement sur l'activité. De la cible, du bruit, de la décision et de l'état de soi. Il faut viser juste, c'est-à-dire d'abord miser juste et donc comprendre juste pour que le marché, pour qu'on puisse répondre correctement au marché, éviter de bruit, se prémunir contre la distraction et non pas ignorer le marché et ses contraintes. Les biais cognitifs sont ceux que l'on entretient pour se conforter et omettre la remise en cause de soi. Et la mixture du bruit et du biais nous fait rater le cœur de la cible par le refus d'admission de nos travers d'être, d'avoir et d'agir. Donc, on doit tenter de rejoindre la cible et non pas de tirer un peu dans toutes les directions. Processus d'information de la personne, traitement de l'information. La plupart des personnes, et c'est normal, vont réagir à des situations à travers ce que Kahneman appelle le système 1, c'est-à-dire le système émotionnel. Donc, il est subjectif, instantané et initial de type sensoriel. Ce sont les éléments de climat organisationnel, donc les conditions générale d'exécution de la tâche qui viennent agir sur la personne en premier. D'où l'importance de la décision, de la décentralisation du pouvoir de décision, de la reconnaissance des apports aux résultats et de l'équité de traitement des personnes. Les personnes ensuite réagissent à travers le système 2, nous dit Kahneman, c'est le système rationnel
il est plus objectif, plus réfléchi et plus confirmatoire. Il est de niveau intellectuel. Ce sont les éléments de culture générale de l'organisation qui entrent en ligne de compte, donc le contexte du travail au sens plus large, à travers la transparence de la gouvernance, l'éthique des affaires et l'imputabilité des acteurs, c'est-à-dire la responsabilité généralisée dans l'exercice de sa tâche telle que pratiquée par l'ensemble des acteurs. Et les acteurs, c'est les administrateurs, les dirigeants, les professionnels, les cadres, les superviseurs et le reste du personnel. Chaque facteur entraîne son influence, évidemment, sur la personne comme sur le groupe. Et ça agit sur ce qu'on appelle l'identité propre de l'organisation. C'est une notion que j'ai développée, l'identité propre, dans l'ouvrage que j'ai publié qui s'appelle l'intelligification de l'entreprise. Donc, le système 1 et le système 2 se suivent et se suivent dans l'ordre indiqué, système 1, système 2 après. L'identité propre, c'est un concept de psychologie organisationnelle. La personnalisation de la présence marché de l'entreprise ne doit pas constituer une agonie de la création de sa différenciation. Donc, il doit y avoir une certaine stabilité pour une exécution de la tâche à meilleur coût, donc une meilleure exploitation des ressources disponibles et un meilleur marketing. Donc, il doit y avoir éventuellement de la cohésion dans l'action, mais pour qu'il y ait de la cohésion dans l'action, il faut qu'il y ait de la cohérence dans l'entreprise, de sorte qu'il y ait pérennité dans le discours, l'exploration des avenues nouvelles d'affirmation de l'entreprise à travers les innovations. Comme les comportements humains qui influencent les rapports sociaux entre les personnes, nous dit Hippocrate, les comportements organisationnels influencent les rapports économiques des entreprises. L'approche scientifique et non pas le management taylorien renvoie à l'idée de la remise en cause des choses. La science n'est jamais contredite. Les idées qu'elle génère se meurent d'isolement s'il y a complaisance, infortune ou idiotie. Autrement dit, ce n'est pas la démarche scientifique, et là je ne parle pas du management scientifique de Taylor en 1911, je parle de l'approche généralement reconnue dans les universités comme étant de type scientifique, c'est celle de la remise en cause constante des choses. Savoir appréhender le monde, vous avez le monde, ma perception du monde, et de l'autre côté, vous avez ma réaction au monde. En somme, vous avez ce qu'on appelle la réalité qui est interprétée, la réalité qui est influencée, qui va faire en sorte que la nouvelle réalité va résulter du changement à travers l'adaptation des personnes aux conditions générales de cette réalité de départ. Ainsi se crée le savoir social dont chacun use pour traiter avec les autres, parce que chacun se crée son propre récit de la vie, ce qui influe sur son sens de l'être, de l'avoir et de l'agir. Donc, on a tous une réalité de départ qui va être traduite en une réalité adaptée, c'est-à-dire influencée par nos propres croyances et nos propres comportements, qui va donner lieu au centre de l'écran à la nouvelle réalité, c'est-à-dire le changement tel que nous allons l'interpréter. Forster a émis un aphorisme extrêmement intéressant. Comment puis-je savoir ce que je pense avant de voir ce que je dis? Ça a l'air étonnant. Pour certains, ça aurait l'air simpliste, mais c'est extraordinairement profond, en ce sens que nous ne réalisons réellement que ce que nous sommes à travers ce que nous exécutons, et non pas nécessairement à travers ce que nous prétendons être. Cible de résultats et décisions. Les buts exigeants engendrent des résultats supérieurs, d'où le stretch à la tâche à laquelle ou auquel j'ai fait allusion lors d'une présentation antérieure, c'est-à-dire de demander au personnel un rendement supérieur à l'exécution de sa tâche qui, dans le temps, est toujours la même, mais évolue à travers l'expérience, soit l'apprentissage à l'exécution des actes. Les buts flous engendrent des résultats inférieurs et les buts qualifiés engendrent le dépassement de soi. Les buts chiffrés, eux, engendrent la quête du chiffre. Ça, c'est une erreur que l'on constate dans un nombre incalculable d'entreprises, c'est qu'elles fixent des buts chiffrés. Or, le but chiffré va amener le personnel à rencontrer le chiffre.
et non pas à rencontrer ce qu'on estimait être une méthode ou une façon d'amener le personnel à se dépasser. Le personnel ne dépassera pas le chiffre. Le but, c'était de répondre à l'objectif du chiffre et c'est ce que le personnel va faire. L'appel à l'actualisation de soi par l'innovation, l'appel à l'intelligence des moyens. On a donc l'état d'esprit multiplié par les habiletés techniques qui va donner le résultat à la tâche. C'est la formule de Henderson et Henderson en 1981. Et il est bien important de comprendre que c'est l'état d'esprit qui multiplie les habiletés techniques à rendre sa tâche, donc à justifier du résultat de l'activité au total du personnel. L'efficience du management, c'est tout simplement l'output. Donc, on dit l'output de manière générale divisé par le temps d'exécution de l'activité qu'il concernera doit équivaloir à l'effet de levier sur le résultat multiplié par l'activité rendue en valeur accrue, c'est-à-dire divisé par le temps exigé pour y arriver. La formule a été proposée par Andy Grove de Intel en 2015. Donc, c'est output de manière générale divisé par le temps multiplié par, donc on dit par L et multiplié par l'activité rendue divisé par le temps. L étant le levier, bien sûr. Rares sont les entreprises qui justifient de l'efficience de leur management sur la base d'une formule du genre. D'ordinaire, on ne mesure pas le management, mais les effets de sortie de système en décomposant l'activité par segment. Les indicateurs sont donc de silos et non pas in toto. Pourtant, le rang marché ne s'apprécie jamais en segment d'activité, mais en valeur ajoutée sur l'utilité aux clients de l'entreprise face à celle de ses concurrentes. Au lieu de mesurer des portions d'activité, mieux vaudrait mesurer des entièretés de management d'activité. Science des managers, maintenant, c'est l'output du manager, c'est-à-dire le management n'a d'efficience réelle qu'à raison de celle de ses managers, c'est une lapalissade. Donc, l'output de son unité divisé par l'output des unités adjacentes, donc des autres unités dans l'organisation. L'efficience des managers se mesure en fonction de leur output personnel dans une perspective d'addition finale pour obtenir l'efficience globale de l'activité et des affaires de l'entreprise. Et on dit mesurer des unités de sortie de système sans savoir si la chaîne d'efficience présentait une faille sérieuse sur l'un de ces maillons, c'est mesuré dans le vide. Autrement dit, j'ai beau, moi, avoir une unité de travail qui est hautement efficiente, si elle s'inscrit dans une chaîne de continuité d'activité où les autres maillons de la chaîne sont beaucoup plus faibles, le résultat au total va être plus faible. Le bon management suppose deux choses. La centralisation et la décentralisation. Sur le plan institutionnel, organisationnel, fonctionnel et opérationnel, on a là les éléments auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire transparence, positionnement marché, financement, leadership du côté de la centralisation et décentralisation, le résultat, les décisions, le service au client, la relation avec le client, la participation et l'engagement. L'exploitation des ressources, centralisation de l'économie et l'exploration de nouvelles avenues d'activité, décentralisation de l'initiative sont au cœur du management réussi de l'entreprise. L'intelligification du management impose que les acteurs agissent dans l'intérêt de l'ensemble et non pas en autarcie parallèle, c'est-à-dire l'un au désavantage des autres, ce qui fait allusion à la chaîne d'activité à laquelle j'ai fait allusion lors de la diapositive précédente, c'est-à-dire que si la mienne est efficiente et que la précédente ne l'est pas ou que la suivante ne l'est pas, ça ne donne pas grand-chose en termes de relèvement de résultats sur l'activité totale. Réussir l'entreprise, c'est au total savoir disposer des ressources disponibles dans l'intelligence partagée de la vision, de la mission et des valeurs de l'entreprise, ce que supposons la centralisation et la décentralisation dûment coordonnée. Il y a des choses qui doivent être centralisées et il y a d'autres choses qui doivent être décentralisées et les deux doivent être coordonnés. Le processus de prise de décision, vous avez une discussion libre, une décision claire et un support franc à la prise de décision.
et non pas comme on le voit dans la plupart des entreprises, on laisse la responsabilité entière aux exécutants de la tâche de prendre les décisions sans leur donner les outils nécessaires pour l'exécution de la tâche. Donc, s'il n'y a pas un support franc, il faut revenir en haut et rediscuter. Le management est une affaire d'équipe et non pas une fonction isolée. La discussion préalable doit être animée, saine et orientée résultat. La décision doit être claire et donc idéalement entraîner l'adhésion du plus grand nombre. Le support, par ailleurs, doit être franc et donc suffisant en termes de budget, de technologie, de conseils, de formation, d'information. Il faut retenir que la décision n'est pas l'action et que cette dernière n'est pas non plus le résultat. C'est le suivi des choses en toute matière de management qui assurera le dépassement des objectifs de départ et donc de mandat d'activité. Le sens de la cohérence dans le discours influe sur le jugement des décisions d'action. La méthode directe veut que le domaine d'intervention soit fixé, qu'il ait un élément déclencheur de décision, l'indice, qu'il y ait réaction à la situation qu'il présente, suivi d'une évaluation des gains-pertes possibles, donc analyse coût-avantage, que la capacité d'agir soit égale aux besoins d'engagement, que le temps d'action soit situé et que l'expérience à dégager de la démarche éventuelle soit profitable aux concernés. Alors donc, vous avez là les principaux éléments auxquels je viens de faire allusion, le domaine, l'indice, la réaction, l'évaluation, les éléments de capacité, de temps et d'expérience. Rien n'est plus direct que l'action raisonnée, c'est-à-dire schématisée au départ, lorsqu'il s'agit de décisions plus importantes, d'une personne consciente de la rareté de ses ressources et de l'obligation de les mettre utilement en contribution pour assurer son utilité finale dans son marché. Alors, je vous rappelle encore une fois les ouvrages que j'ai publiés dans lesquels vous pouvez trouver des éléments de référence aux choses auxquelles j'ai fait allusion. L'entreprise de l'autrement, l'intelligification de l'entreprise, l'humanisation de l'entreprise, la confiance dans l'entreprise et mieux définir le management pour mieux comprendre le management. On en arrive à la période de questions et je souhaite à tout le monde un bon jeudi. Je mets un terme à ma présentation et on revient en plénière. Merci Marcel. Je vais arrêter le partage. Est-ce que ça a été arrêté, là, le partage? Oui, c'est bon. Okay. Mais on ne vous voit pas non plus. Alors, ça a été une présentation chargée. Les gens peuvent toujours revenir, d'où l'importance de l'utilisation ultérieurement de la vidéo. La raison pour laquelle il y avait plus de matière cette fois-ci, c'est que la décision, c'est un élément extrêmement important qui, trop souvent, est pris par-dessus la jambe. C'est-à-dire que tout le monde prend des décisions, conséquemment, les décisions doivent être bien prises, alors qu'on se rend compte qu'au contraire, les décisions sont souvent mal prises et souvent mal prises par la direction elle-même qui n'a pas soin d'analyser ou de critiquer ses propres politiques pour faire en sorte que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on ait un milieu qui soit plus sain et plus stimulant et qui ajoute à la satisfaction du personnel de sorte que le personnel devienne motivé et finisse par s'engager à la tâche. Allons-y. Pour les questions. Je n'ai pas de questions qui ont été écrites dans le chat cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un peut-être veut se lancer sur les questions? Sinon, j'en ai une moi-même. Il y en a même plusieurs. Bon, ben, je me lance et peut-être que les autres suivront ensuite. Alors, moi, je me demandais, Marcel, si en fait, on ne confond pas souvent consensus et unanimité. Et le dissensus, du coup, avec l'obstruction et l'entêtement. Et si on si on ne confondait pas tout ça. C'est-à-dire qu'on confond consensus, unanimité, ces choses-là, c'est à ça que vous faites allusion? Oui, on confond souvent, je pense pour moi, on confond souvent consensus et unanimité. Oui. Du coup, je me demandais si on ne confondait pas dissensus avec l'obstruction, avec l'entêtement au final. Oui. J'ai
mis en rapport ces différents termes parce que ce que je constate, et depuis fort longtemps, le terme consensus, tout le monde l'utilise à peu près partout aujourd'hui et l'utilise de façon erronée la plupart du temps. Le consensus n'est pas l'unanimité. Dès qu'une personne s'objecte à une proposition, on dit il n'y a pas consensus. Non. Le consensus est une majorité un peu plus forte que la majorité ordinaire. Regardez les dictionnaires, c'est comme ça que le terme consensus est défini. L'unanimité, c'est une chose. Le consensus, c'est une majorité supérieure. La majorité, la plupart du temps, va être requise au moins lorsque l'on veut uniformiser les valeurs dans l'entreprise. On va tendre le plus possible vers l'unanimité des valeurs. Mais on n'attendra pas nécessairement l'unanimité en toutes choses, y compris même les valeurs. Parce qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais à se conformer à quoi que ce soit. Et si on veut innover, il faut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'innovation à 100% des membres d'une équipe, ça serait beau si c'était réalisable. Mais ça ne l'est pas réalisable. La plupart du temps, les idées viennent chez une personne à la fois, quelquefois à travers deux personnes, quelquefois à travers un groupe restreint de personnes, mais rarement au-delà d'un groupe restreint de personnes. Les décisions, par exemple, les conseils d'administration, il y a fort longtemps qu'on a compris que les conseils d'administration qui doivent prendre des décisions importantes, les conseils d'administration qui comprennent 20, 30, 40 personnes, ça ne fonctionne pas. La recherche a établi qu'il y avait entre 11, 12 et 15, 16 personnes au maximum pour qu'un conseil d'administration fonctionne raisonnablement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Marcel, on a une autre question de Rami qui demande qu'en est-il du management par objectif comme modèle de prise de décision par les ressources de l'entreprise? Oui. Bon, les modèles ont tous des qualités et des défauts, bien sûr. Le mien comme les autres. Le modèle de décision par objectif a été mis au point il y a fort longtemps par Peter Drucker. Sauf erreur, la première fois où il en parle, c'est quelque part dans son ouvrage sur le management en 1972, si je ne fais pas erreur. Bon, un des problèmes avec l'application qu'on a faite de cette procédure, c'est que les gens ont pris pour acquis qu'ayant fixé un objectif, le résultat serait atteint. Alors que un ouvrage auquel j'ai contribué sur la gestion de l'autrement, justement dans le secteur public, notre modèle, lui, était axé sur la gestion de la performance. C'est-à-dire que, pardon, on partait du résultat et on remontait en arrière pour savoir si le processus avait mené à ce à quoi on s'attendait en termes de résultats. Alors que ce que je viens de vous dire, c'est que la gestion par objectif projetait à compter d'un point dans l'avenir, alors que la gestion de la performance fait exactement l'inverse. Elle part du résultat et remonte à la situation antérieure. Un des travers que je trouve à la gestion par objectif, c'est justement l'application que les gens en ont faite dans le temps. Et quand je dis l'application, même si ce n'était pas les intentions des initiateurs de cette méthode-là au départ, c'est comme ça que ça a été interprété, c'est comme ça que ça a été mis en pratique. C'était, j'ai établi un objectif, conséquemment, je dois avoir un résultat. Non, non, le résultat, c'est un fait, alors que l'objectif, c'était qu'une intention pure et simple. Et entre les deux, il s'est passé un tas de choses. Hop, Rami, est-ce que ça répond à votre question? Oui, Rami vous remercie. Est-ce que d'autres ont des questions? Alors, Fouzi, allez-y. Je vois que vous levez la main, vous pouvez y aller. Merci, oui, merci. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Marcel. Oui. Tout d'abord, bonjour, je remercie les organisateurs. Ça va, j'espère que tu vas bien. Oui, oui. Je remercie d'abord les organisateurs pour l'invitation. Je te remercie également pour cet exposé clair et performant, je dirais, entre guillemets.
Ça fait un plaisir de toujours de t'écouter. Alors, ma question, c'est, j'ai plusieurs questions, malheureusement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc je me limite à une seule question. J'ai bien aimé l'idée du pouvoir inversé dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, ça me rappelle un peu le principe de la démocratie, c'est-à-dire c'est le peuple qui a le pouvoir. Malheureusement, ça c'est de la théorie. Dans la pratique, on sait que le pouvoir il est détenu par une poignée de personnes ou alors par la majorité, entre guillemets. Alors j'imagine mal comment la prise de décision pourrait émaner de la base de l'opérationnel dans une entreprise classique. Merci. La question est extrêmement intéressante et le commentaire était tout à fait approprié, c'est-à-dire qu'il y a dans ma présentation une inversion là, dans l'exercice du pouvoir ou là où doit être localisé le pouvoir. Ce à quoi je fais allusion, c'est que dans l'entreprise, le résultat qui est recherché par la direction à travers ses politiques dépend finalement de l'effort du personnel et du seul personnel. C'est le personnel qui exécute les mandats de l'entreprise. Conséquemment, c'est lui qui détient le véritable pouvoir, non pas au sens conventionnel de la définition de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire j'ai pris une décision, c'est lui qui va faire en sorte que la décision va être c'est-à-dire que le pouvoir tel que compris et tel que affirmé par la direction va être réalisé ou non réalisé. Et c'est dans ces termes-là où je dis, si on prenait mieux conscience du fait que c'est lui qui détient le pouvoir final au bout du compte, comme dans le marché de la consommation. Dans le marché de la consommation, c'est carrément le consommateur qui détient le pouvoir final. Si le consommateur ne veut pas acheter le produit aura beau être mis en valeur par le fabricant, le consommateur n'est pas intéressé. Alors, Fouzi a raison de dire que, en général, l'interprétation de l'exercice du pouvoir est toujours dans le même sens, c'est-à-dire découle d'en haut, alors que ce à quoi je fais allusion, et je n'avais pas le temps d'entrer évidemment dans un exposé d'une heure ou à peu près, je ne peux pas tout dire, mais la question de Fouzi me permet de soulever cette question-là, c'est-à-dire que dans les entreprises de type plus nouveau, en tout cas en Amérique du Nord, depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant, les entreprises nouvelles qui se créent, et la plupart du temps, elles se créent dans des secteurs de haute pointe. Ce sont des secteurs d'activité où la technologie tourne très rapidement. La rotation est très élevée des technologies. On n'embauche plus du personnel, on embauche des partenaires de marché. C'est-à-dire, ce sont des personnes avec qui il y a un partage du profit, il y a un accès à l'actionnariat, il y a la participation à tous les avantages sociaux de façon équitable et à peu près égale pour tout le monde. Tout le monde devient partenaire, donc tout le monde devient associé d'affaires dans l'entreprise. Il n'y a plus une mentalité d'employé dans l'entreprise, il y a une mentalité d'entrepreneur dans l'entreprise. Et dans ce sens-là, on a véritablement ce à quoi j'ai fait allusion, c'est-à-dire qu'on va aller vers les véritables exécutants de la tâche pour faire en sorte que repose entre leurs mains la décision finale de l'exécution du mandat de l'entreprise, puisqu'encore une fois, c'est eux qui vont justifier du résultat des opérations et non pas la soi-disant direction de l'entreprise au sens conventionnel du terme. Est-ce que ça répond, Fouzi, à ta question? Oui, 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 très, très bien. Merci, merci Marcel. Merci. Alors, vas-y d'une deuxième. Si vous en aviez plusieurs, Fouzi, profitez-en. Hein. Oui, je voulais juste revenir à une petite remarque. Quand tu as parlé de chiffres, tu as dit que les entreprises, en termes de performance, c'était déconseillé qu'elles restent branchées ou orientées chiffres. Que tu as plus de précision là-dessus. Oui, alors des recherches en termes des recherches par des psychologues notamment sur le comportement des acteurs à la tâche, et elles sont nombreuses, ont démontré que lorsque l'on fixait un chiffre, c'est-à-dire augmentation du chiffre d'affaires de 30%, ben, le personnel a comme objet de rencontrer le 30% quoi qu'il advienne. Et malheureusement, s'il le faut, il va poser des actes qui sont illégaux, qui manquent au principe de déontologie élémentaire
Mais ils vont rencontrer le 30 %. Pourquoi? Parce que leur évaluation à la fin de l'année va dépendre du 30 % qu'ils ont rencontré ou pas rencontré. Alors que si l'objectif était tentons de mieux répondre aux besoins de la clientèle en lui offrant des choses qui vont mieux répondre à ses besoins. Donc, tentons de mieux comprendre les besoins de la clientèle. Autrement dit, l'objectif n'a pas été quantifié, il a été qualifié. La recherche tend à démontrer que les gens n'ont plus là de limite au niveau des initiatives à prendre pour améliorer la situation. Alors que lorsque le chiffre, lui, est établi, il s'arrête au chiffre comme étant la condition dont l'augmentation prochaine de salaire va dépendre. Oui, ça veut dire que tu parles plus de la cible et non pas de la mesure. Exactement, exactement. C'est ça, c'est-à-dire, donc, opposer quantification à qualification. Oui, tout à fait. Merci, Marcel. Merci, Fouzi. C'est à vous. Est-ce que les autres participants ont d'autres questions? Sinon, j'en ai une. Voilà. Pour moi, est-ce qu'on laisse assez de place à l'erreur dans les entreprises? Personne n'est infaillible. Est-ce que, Marcel, tu penses qu'aujourd'hui, on laisse assez de place à l'erreur? Non. La réponse est non. Là, je fais une généralisation, bien sûr, puisque des entreprises qui sont performantes. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que dans la courbe de distribution normale, il n'y a que 9 % qui se situent dans le premier décile. Cependant, si on tient compte de ça à quoi j'ai fait allusion lors de ma présentation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des décennies, il y a de moins en moins d'entreprises performantes parce que le savoir et les technologies deviennent de plus en plus accessibles à tout le monde en même temps. Conséquemment, se différencier, donc performer, devient de plus en plus difficile. Donc, il n'y a plus 9 %, il n'y a plus 5 %, il y a peut-être 3, 2 %, éventuellement, il n'y aura que 1 % de performants. C'est un peu la même chose, le même principe, là, si on veut faire une application sur le plan de l'économie globale entre ce qu'on a appelé antérieurement les riches, on disait le 10 % des plus riches. Mais aujourd'hui, en Amérique du Nord, on parle du 0,01 % des plus riches. Alors, ça veut donc dire qu'on est passé de 10 à 9, à 7, à 2, à 1, à moins 1, etc. C'est la même chose dans le domaine de la gestion des entreprises. Il y a, on laisse pas suffisamment de place à l'erreur. Et l'erreur, ben, c'est la condition sine qua non de l'innovation. Il ne peut pas y avoir d'innovation managériale qui va mener à un comportement supérieur des acteurs collectivement pour donner un résultat financier supérieur sur les opérations de l'entreprise s'il n'y a pas des erreurs qui sont commises éventuellement parce que l'humain est faillible, l'entreprise comme organisation est faillible, le marché n'est pas parfait non plus, il n'y a rien de parfait en ce beau monde. Conséquemment, on doit vivre avec l'erreur. En terminant sur cette question-là, je dirais que ce qu'on appelle les joint ventures, c'est-à-dire les gens qui investissent dans les entreprises à haut risque des sommes considérables là, et ça forme des noyaux d'investissement, notamment en Amérique du Nord, il y en a énormément, mais il doit y en avoir dans d'autres pays maintenant. Alors, les joint ventures mettent de l'argent dans ce qui leur apparaît être des risques intéressants, mais non pas nécessairement des projets qui vont mener tous à des grands succès. Ils savent que sur 10, il n'y en aura qu'un seul qui va être un véritable succès, que 9 autres vont être des échecs. Pourtant, ils investissent dedans. Pourquoi est-ce qu'ils investissent dedans? C'est qu'ils ont compris que c'est sur l'ensemble que va se dégager le 1%, le 1 dixième, là, qui va faire en sorte qu'il va y avoir un succès. Ça va compenser pour les autres choses. Et comme Peter Drucker l'a dit en 1985, dans son livre Les entrepreneurs, si on attend d'avoir la solution parfaite avant de prendre une décision, on ne partira jamais en affaires. Pourquoi, Marcel, pourquoi vous pensez que on cherche au lieu, enfin,
on tient généralement plus compte de ce qui est plus évident, de ce qui est proche, de ce qui est accessible de nous, au lieu de chercher davantage à comprendre les raisons, le pourquoi de nos échecs. Pourquoi on fait ça, vous pensez? Oui. Ça, c'est une tendance chez les humains. C'est-à-dire qu'on réagit rapidement à ce qui nous touche dans les médias et on fonde notre jugement sur ce qui s'est passé le plus près de nous, plutôt que de reculer en arrière. Et surtout, comme je l'ai mentionné avec l'exemple de Wald, Wald a étonné l'amirauté britannique en disant il faut renforcer les parties non trouées des avions. L'amirauté s'est pas dit il est complètement fou. J'imagine, mais ça n'a pas dû à peu de choses près. Alors que c'est lui qui avait raison. Si les avions sont revenus, c'est que les parties trouées n'ont pas empêché les avions de revenir, alors que les avions qui ne sont pas revenus, c'était ceux qui avaient des trous là où il fallait justement renforcer. Alors, c'est à quoi je fais allusion en utilisant l'exemple de Wald, qui a été documenté d'ailleurs. C'est regardons un peu plus autour de soi et cherchons un peu plus loin, d'où la fameuse pratique suggérée par Taishi Ono des 5 questions pour trouver la cause véritable des problèmes. Et non pas de voir quelque chose comme étant un problème, alors que la plupart du temps, c'est un symptôme qu'on identifie. Il faut se demander pourquoi ça arrive. Une fois qu'on a déterminé pourquoi ça arrive, on reprend ce pourquoi-là et on repose le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi 5 fois, et on a des grosses chances d'arriver à la cause d'origine, la cause véritable. C'est celle-là qu'il faut pouvoir corriger. Oui. Merci pour ces explications, Marcel. Compris. Fouzi, à nouveau? Oui, Fouzi, vous disiez que... Non, c'est bon. Merci beaucoup, Marcel. Compris. Ah, est-ce que les autres personnes veulent poser une question? Alors, on va mettre un terme, alors. Ouais, bah sinon, moi, j'en avais une dernière alors, c'est Samuel qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui avait des problèmes de connexion. Il me disait qu'il n'avait que son portable pour se connecter et que ça ne fonctionnait pas. Mais Samuel avait quand même une question par rapport à la thématique. Et il demandait si plus le temps passe et moins, plus le temps passe, moins les entreprises performantes seraient nombreuses. Et il demandait est-ce que ce serait la complexité qui expliquerait cet état de fait? Tu veux répéter plus le temps passe? Plus le temps passe, moins les entreprises performantes seraient nombreuses. Oui, OK. Est-ce que ce serait la complexité qui expliquerait cet état de fait? C'est ça, exactement. C'est à ça que j'ai fait allusion dans ma présentation et j'y avais fait allusion lors d'une présentation antérieure, c'est-à-dire une chose dont on ne tient pas compte la plupart du temps, c'est actuellement du moins, c'est le fait que les instruments, les médias sociaux d'une part, l'Internet des objets, le deep learning et l'élévation du niveau de connaissance à travers la formation supérieure dans le marché nord-américain aujourd'hui, on en est à un marché de double maîtrise. Hein? On arrive au marché du doctorat là, actuellement en Amérique du Nord, comme dans d'autres pays. Autrement dit, arriver dans le marché en termes de connaissances acquises avec un diplôme d'études secondaires, ça vaut absolument rien. Il n'y a pas d'employeur qui est intéressé. Alors donc, la personne doit offrir davantage. Alors, on a le même phénomène sur le plan de la distribution des savoirs. Les savoirs tendent à s'uniformiser à travers la vélocité avec laquelle ils transitent à travers les médias d'information et qui se rendent accessibles à tout le monde. Ce qui fait que ça devient extraordinairement plus difficile de se différencier, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que trouver une solution qui n'existe pas déjà dans le marché, c'est pas de la tarte. C'est extrêmement difficile. Et là, ben, c'est plus 9%, c'est plus 5%. Tout à l'heure, ça va être 1% et un peu moins de 1% qui vont véritablement arriver à se différencier. Ce qui va faire la grande différence, à mon avis, dans l'avenir, et l'avenir, je ne parle pas dans 50 ans, je parle d'à compter de maintenant pour les prochains 9 ou 10 ans, c'est la substitution ou le degré d'accélération dans la substitution des idées.
il va y avoir de moins en moins, à mon sens en tout cas, besoin d'embaucher du monde dans les entreprises. Ce dont les entreprises vont avoir de plus en plus besoin, c'est des idées neuves. Et des idées neuves, il va y en avoir plus dans le marché qu'à l'intérieur de l'entreprise elle-même. En passant, c'est l'expérience, si on lit des ouvrages sur l'historique de Silicon Valley, c'est ce qui s'est passé à Silicon Valley. Ce qui a fait de Silicon Valley ce qu'elle a été, et on sait maintenant qu'il y a des exemples de Silicon Valley un peu partout dans le monde maintenant, à différents égards, c'est la vélocité dans la substitution des idées, donc dans l'innovation. La prochaine innovation, pour qu'elle advienne, il va falloir qu'on puisse émettre 1000, 2000, 10 000, 100 000 idées nouvelles pour finir par en avoir une qui va vraiment se démarquer par rapport aux autres. Il y a du travail. Oui. D'où encore une fois l'insistance, en tout cas mon insistance personnelle, sur la définition de la performance. La performance n'est pas dégager un profit d'opération. Parce qu'encore une fois, une entreprise peut dégager un profit d'opération et être en faillite technique, c'est-à-dire n'être pas capable d'assumer sa dette, son service de la dette. Elle est en faillite technique. Pourtant, elle a dégagé un profit. Non. La performance, c'est faire mieux que les autres. Et faire mieux que les autres, c'est se différencier des autres. Et tel que je l'ai mentionné, ça devient de plus en plus difficile à cause du phénomène d'universalisation des savoirs et l'instantanéité d'accès des mêmes savoirs pour tout le monde. Les différentes technologies, aujourd'hui, on n'a qu'à prendre par exemple le iPhone, donc le téléphone intelligent. Ben, le téléphone intelligent, il y en a à Montréal, il y en a à Paris, il y en a à Alger, comme il y en a en Amazonie, dans le fond de l'Amazonie. Tout le monde sur la planète a un iPhone ou un téléphone intelligent. Pour revenir sur le franglais qu'on parlait tout à l'heure, en France, on dit un smartphone. Ah, voilà. Sur notre conversation de tout à l'heure. Et voilà. Alors j'espère que il y avait beaucoup de matière, mais encore une fois, la vidéo peut permettre de revenir. Mais je vois que Fouzi a relevé des choses intéressantes dans ma présentation, là. Tout à fait. Est-ce que peut-être d'autres ont des questions de dernière minute? C'est le moment. Ou si c'est bon pour tout le monde, écoutez. Hop. Merci Fouzi, bonne journée à vous également. Hop. Bah écoutez, Marcel, je pense que c'est bon pour tout le monde. Oui. Alors, merci à tout le monde et je rappelle qu'il y aura une série septembre, octobre, novembre, décembre de cette première série. Il en reste 2 autres à venir. Là, c'était la 9e. Il reste la 10e, la 11e. Et après, on reprend en septembre jusqu'en décembre. Alors, les lives, ouais, je vais vous les... Enfin, ils sont en... Ah non, des livres, pardon, j'ai manqué le R. Pardon, Fabi. Ouais. OK, alors on peut stopper la vidéo. Ouais. Alors, au niveau des livres, du coup, si vous avez les liens, c'était quel livre, Rami, vous souhaitiez connaître? Parce que Marcel, vous nous avez parlé de votre ouvrage à vous. Vous avez évoqué plusieurs livres. Ah, bah, votre livre, Marcel, justement. Comment s'appelle votre livre, Marcel? Si vous pouvez redonner les références et peut-être l'éditeur aussi. Il y avait une diapositive là, vers la fin où j'ai... alors donc, l'entreprise de l'autrement, l'intelligification de l'entreprise, l'humanisation de l'entreprise, la confiance dans l'entreprise et mieux définir le management pour mieux comprendre l'entreprise, dans lequel il y a des éléments de définition qui sont, je pense, intéressants et utiles et où j'essaie justement de ramener les choses dans leur juste perspective pour éviter justement cette espèce